Et tac, c'est parti les gars. Donc on est le 24 mai 2022 avec Johan et Franck en direct de Estibo. Est-ce que vous pouvez nous dire l'endroit où on se trouve là? Alors nous sommes donc à Estibo dans les Landes, vraiment au sud des Landes, limitrophe du 64, donc le Pays Basque. Et là nous sommes à la forêt de Higas. La forêt de Higas, qu'est-ce que c'est? La forêt de Higas, c'est une exploitation agricole qui démarre juste, enfin qui fait ses premières racines, et qui a pour but de réconcilier nature et agriculture, en se rapprochant vraiment justement de ce que la nature fait pour nous produire notre alimentation la plus diversifiée possible. C'est-à-dire qu'on va avoir une exploitation qui va ressembler un peu comme à une forêt naturelle, avec des zones très denses, des clairières. Les clairières abriteront le maraîchage. Il y aura quelques animaux qui habiteront les zones boisées. Le but est vraiment d'avoir un équilibre naturel le plus sauvage possible. Ouais. Et donc avant chaque entretien, je demande aux personnes à qui je vais m'entretenir de choisir un objet. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous avez choisi cet objet et le présenter quoi? Oh bah c'est juste une petite pelle de jardinage, bah c'est parce qu'on s'en sert énormément, vu que Hmm. comme je vous dis c'est une exploitation qui fait ses premières racines, on a 60 000 arbres, arbustes et buissons à planter, en plus de tout ce qui est maraîchage, donc la petite pelle, elle sert beaucoup. Ouais, 60 000 arbres. Arbres, arbustes et buissons, Ok. c'est pas 60 000 grands arbres, on va Ouais, travailler sur ouais. les strates de végétation, donc on utilise des grands arbres, des plus petits en dessous, des buissons en dessous, et pourquoi pas aussi des couvre-sols comestibles en dessous et des légumes racines. Et on peut vraiment travailler sur plusieurs étages afin d'assurer une production sur une même surface. Yeah. Avant d'aller dans des questions comme ça un peu plus pointues, plus techniques, j'aimerais que vous vous présentiez mutuellement. C'est-à-dire que toi tu présentes la personne qui est en face et que toi tu présentes la personne qui est en face en quelques mots et on pourra faire des réajustements. Donc, petite présentation succincte. Est-ce que vous appréciez le plus comme qualité chez cette personne qui est en face de vous? Je vous laisse saisir le micro quand vous êtes prêt. Bon, alors celle-là, c'est bien la première fois qu'on nous l'a fait, hein. Mais elle est Ouais. pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal. J'aime bien le truc. J'aime bien l'exercice. Donc, bah, je vous présente Franck, mon collègue et plus que collègue, mon fidèle bras droit depuis maintenant 2 ans. Ouais, même le gauche, hein, donne les deux bras. Et ce que j'aime le plus chez lui, on va dire, bah, ça va être sa rigueur, son organisation, sa motivation, et puis aussi sa sympathie et sa joie de vivre. Parce que c'est quelqu'un qui s'énerve vraiment très très rarement, ou alors faut vraiment aller le titiller. Et du coup, on travaille, même quand c'est un peu dur ou qu'on en chie, pour être clair, bah, à deux, tout passe bien avec Franck. Voilà. Yeah, hyper précieux ça. Bonjour, eh bien en face de moi j'ai Johan. Alors Johan est un type vraiment particulier, vraiment particulier. C'est une personne que j'ai connue maintenant il y a 5 ans et qui avait un projet un peu fou. J'approfondirai le dossier peut-être plus tard, mais un projet atypique, comme nous a dit certaines personnes. Euh, il y a longtemps que si ça avait été peut-être avec une autre personne, j'aurais baissé les bras. Mais vu sa motivation, comme il se bouge aussi au niveau informatique, au niveau commercial, au niveau présentation avec les gens, au niveau de ses connaissances de la Terre, ça c'est un gars qu'on ne peut pas faire autrement que de suivre. Ah yeah. Ouais, merci, c'est cool parce que ça me... Ouais, merci. Ouais, ça me donne envie de raisonner sur ma prochaine question, quoi. Qui est que cette motivation, je doute qu'on peut avoir une motivation forte, ferme et puissante quand en fait ça part pas d'un pourquoi fort, quoi. Et ça me donne envie de te demander en fait pourquoi est-ce qu'en fait tu mets autant d'énergie à faire ça et d'où ça vient, quoi. Et c'est quoi un peu la mission que tu t'offres de vivre? Eh bien, pourquoi? Parce que la situation écologique et environnementale actuelle, et j'en suis conscient depuis déjà une bonne dizaine d'années, donc j'ai pas commencé à me poser la question hier, donc déjà, oui, même depuis 15-20 ans, je suis conscient de vers quoi on va.
Donc ça fait à peu près 8 ans, 9 ans maintenant que j'ai commencé à réfléchir ce projet. Vraiment le but était de répondre au plus d'enjeux possibles, qu'ils soient actuels ou à venir, puisque là aussi il y a du challenge sur ce qui va arriver. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on a eu une empreinte sur cette terre. Donc j'aimerais déjà compenser mon empreinte et ma consommation depuis 40 ans que je suis né. Et aussi laisser quelque chose. J'ai 2 enfants, 2 filles pas en bas âge, elles ont 7 et 9 ans. Et je voudrais bien leur laisser quelque chose et pas me dire à la fin de ma vie, j'ai rien fait, tant pis. Non, ça je pourrais pas, je m'en voudrais trop. Donc je veux vraiment faire mon maximum pour mettre ma pierre à l'édifice de la transition écologique, quoi. Yeah, merci. Ma question qui suit, c'est un peu comment ça fonctionne une forêt comestible, quoi. C'est quoi un peu les grands principes d'une forêt, voilà, d'une forêt fruitière, de cet endroit, en fait, le fonctionnement de cet endroit, quoi. En fait, t'as jamais visité une vraie forêt primaire? Si. Donc écoute, en voyant ça, donc pour expliquer vite fait, dans une forêt primaire, on voit des espèces endémiques locales. Donc ça peut être, mettons par chez nous, ça va être du chêne pédonculé, du chêne vert. On va y trouver du genêt. On peut trouver du noyer, du châtaignier. Donc là, parmi ça, je viens déjà de citer 2 espèces comestibles. Donc qui sont le noyer et le châtaignier. Et aussi un fixateur d'azote, qui est le genêt. Ça, c'est ce qu'on trouve naturellement dans une forêt. Et donc nous, on va travailler un peu de cette façon-là, mélanger des espèces non productives avec des espèces comestibles, avec aussi des fixateurs d'azote, puisque le tout est un cercle bien huilé. Parce qu'en fait, la nature sait très bien faire les choses. Je pense qu'il vaut mieux essayer de s'en inspirer plutôt qu'essayer de la diriger, quoi. Ou de la domestiquer. Et je pense qu'on aura des meilleurs résultats vraiment en s'inspirant d'elle, surtout, je parle au niveau résilience. Parce qu'on va avoir une baisse de production sur, mettons si je prends un exemple, les tomates. Nous, on fera pas autant de kilos de tomates au mètre carré qu'un cultivateur de tomates en monoculture sous serre. Par contre, en dessous de nos tomates, on va avoir de la menthe, du basilic, on va avoir des fraises, on va avoir des carottes en dessous. Au-dessus des tomates, on va avoir du tournesol. Au-dessus des tournesols, on peut avoir un pommier. Et donc c'est en jouant sur ces strates de végétation où on va vraiment économiquement faire vivre la surface. Et produire beaucoup plus, quoi. Et produire beaucoup plus. Ouais. Et donc c'est le principe de la forêt comestible, c'est, puis comme je disais tout à l'heure, des zones très denses qui vont être vraiment, elles, limitées pardon, un peu à l'élevage, entre guillemets, parce qu'on va avoir quelques animaux, mais qui vont justement s'occuper de nettoyer et d'entretenir ces surfaces-là, où là on sera à un endroit à 3 arbres au mètre carré, donc presque impénétrable par l'homme. Là c'est les poules et les poulets qui vont vivre là-dessous, et le but c'est qu'ils ne mangent que ce qui tombe des arbres, ce qu'il y a au sol et dans les haies. Nous on ne fera aucun apport alimentaire, donc au début on va mettre, pareil c'est à titre d'exemple, mais mettons on met un couple, un coq, une poule, on les laisse se reproduire, on laisse manger, jusqu'à temps qu'on remarque que l'équilibre végétal-animal serait menacé, et donc là c'est l'unique moment où on pratiquerait de l'abattage. Donc c'est pas du tout de l'élevage comme on peut le voir aujourd'hui ou comme on le connaît. Nous on va jamais produire des bêtes tous les mois ou tous les 2 mois, ce sera jamais comme ça. Ouais. Ouais, est-ce que si tu pouvais faire une... Ah, tu voulais acheter quelque chose? Si tu pouvais faire... Ou si vous pourriez faire une espèce de tour, parce que là du coup on fonctionne avec le son, donc les gens ne voient pas, de à quoi ça ressemble la forêt de Igas, visuellement, d'ici, entre maintenant et dans 5 ans, 10 ans, quoi. Si, Inch'Allah, tout est possible, quoi. Ah, eh bien, cela peut surprendre les visiteurs, mais actuellement, la forêt de Higas, eh ben, c'est une terre en jachère. Enfin, on a commencé à travailler bien dessus. Mais lorsqu'on arrive ici, ben, ce ne sont que des coteaux nus, avec de l'herbe qui a bien pris, mais seulement, eh bien, nos petits arbres commencent à pousser. Mais là, les gens s'imaginent une forêt, allez, déjà, il y a des arbres de 10-20 mètres, il y a... Non, non, non. La nature prendra son temps pour pousser. Nous serons là pour l'aider, uniquement l'aider. Et après, les gens pourront gambader dans notre forêt. Comme tu disais tout à l'heure, hein, Inch'Allah, hein, si moi je suis encore là, parce que j'avance en âge. Mais enfin, j'espère que je pourrai faire venir mes petits-enfants ici pour qu'ils aillent dans la forêt de Higas. Ouais.
Est-ce que t'as envie de faire une rajoute? Oh, bah non, c'est très bien, je pense. Super. Ouais, moi, il y a un truc aussi où, hier, on a fait le tour là, d'ailleurs, avec un véhicule qui fonctionne à l'huile de friture. Ça, c'était incroyable. Si t'aurais envie de nous dire plus de détails après, c'est tout à fait possible. Mais moi, c'est la manière de semer, en fait, que j'ai trouvé incroyable, avec la problématique que t'avais du terrain de. Là, je peux pas vraiment y toucher pour de vrai, quoi. Donc je vais semer. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, toute la partie de semage, un peu genre de manière pratique, quoi. Semer voilà, des fruitiers. Et Alors, des au non-fruitiers. début, j'ai pas semé des fruitiers, j'ai semé en premier depuis 2-3 ans, avant qu'on ait vraiment l'autorisation de travailler sur le terrain. J'ai juste aidé la nature à accélérer un peu la chose, en récupérant des glands, des noix, des châtaignes, des noisettes, le tout sur des arbres, vraiment des beaux arbres et locaux autour de chez moi. Donc là, j'en ai semé juste à la volée, juste en lançant ça dans le champ, des graines d'aulne, des graines d'acacia aussi, et ça en balançant de partout. Et donc d'avoir fait ça depuis 2-3 ans, il y a plusieurs parties où on commence déjà à avoir des arbres qui font 1,50 m jusqu'à 2 m grand maximum pour certains zones. Et pour les fruitiers, là on a attendu d'avoir quand même le droit d'être sur le terrain. J'avais pas semé des fruitiers et faire pousser des fruitiers si malheureusement le projet n'aurait pas pris Oui, vie. effectivement, ça laisse voir, quoi. Voilà, donc là par contre les fruitiers on a commencé cet hiver, et où là Franck avance avec la baramine, il fait un trou à la baramine, moi je mets 3 noyaux dans le trou et un coup de talon pour reboucher. En fait on met 3 noyaux pour avoir un minimum de levée, parce que le taux de germination de cette façon est quand même assez Assez délicat, bas, on est en général un peu en dessous des 50%. Ouais. Et à savoir qu'avant de faire ça d'ailleurs il faut passer tous ces noyaux au congélateur, pour faire ce qu'on appelle une stratification à froid, pour lever la dormance des graines. Parce que Au congélateur. tout à fait, si vous prenez un noyau de prune ou quoi, tu le plantes, tu n'auras jamais un prunier. Il faut d'abord le passer au congélateur pour que lever la dormance de la graine, pour qu'à son réveil, quand la chaleur arrive, là, elle se dise, là, l'hiver est terminé, c'est le printemps. D'accord. Et combien de temps ça faut le Au laisser? minimum 48 heures. D'accord, ok. Ok, donc le processus c'est quoi? C'est tu mangeais un fruit, ensuite tac, tu le collectais et ensuite. Voilà, tous les fruits qu'on mange l'été, on garde les noyaux. Enfin, quand on sait d'où viennent les fruits, Ouais. pas quand ça vient du supermarché ou quoi, Ouais. ça nous intéresse pas. Donc quand on a quelqu'un qui a un abricotier, ou quelqu'un, l'année dernière, j'ai quelqu'un qui avait un très bel abricotier avec des beaux abricots, là je sais pas, on a semé une centaine d'abricotiers. Et après tout ça sera donc du fruitier franc. Là on a semé à peu près 2500 plants déjà, enfin 2500 noyaux. Combien de temps ça vous a pris là de faire ces 2500 là? Alors on a fait une session à deux d'une journée, où là on en avait fait 1500 je crois. Et moi j'ai refait 2 sessions avec les filles, avec mes filles, que j'apprends à planter. Et donc ça prend pas, allez on va dire 2 fois 4 heures quoi. Ok. Ça va assez vite. Alors, il faut dire aussi, parce qu'il a parlé de baramine, Ouais. il faut quand même savoir qu'ici, nous sommes dans le pays de l'argile. Alors, l'argile, lorsqu'il pleut, c'est une terre qui est amoureuse, comme l'on dit, parce que nos bottes sont plantées et on a du mal à les récupérer. Seulement, dès qu'il commence à y avoir un petit peu de vent, et là, sur les petits coteaux, il y a pas mal de vent quand même, et lorsqu'il y a du soleil, comme là au mois de mai, on a eu quand même une petite chape de plomb sur la tête, eh bien notre argile se transforme en béton. Mais quand je dis du béton, il suffit de prendre un piquet avec une masse, vous n'enfoncez pas le piquet. Donc, pour pouvoir vraiment enfoncer les noyaux à 2-3 cm maximum, hein, on n'est pas descendu plus bas, eh bien, la baramine, on la soulève, on la laisse retomber, et puis comme ça nous fait vraiment le petit nid pour les noyaux. Ouais. Parce que sinon, c'est même pas la peine d'essayer de planter. Ouais. Je rebondis, ce que je trouve très intéressant, c'est que, donc, ça on l'a pas dit depuis le départ, c'est qu'avant c'était une culture de maïs ici. Ouais. On partait d'un champ donc, qui a été cultivé en maïs donc en conventionnel pendant à peu près 65 ans, parce que c'est depuis 1950, et donc il est passé en jachère en 2013 ou en 2014. Et donc quand on parle de cette terre si dure qu'on n'arrive à rien faire, et faut se dire qu'ils faisaient pousser du maïs là-dedans, quoi. Ils y arrivaient, mais bon, c'est là où on voit
L'importance pour la culture conventionnelle des produits phytosanitaires dont ils pourront pas se passer, c'est que faire pousser des plantes sur des sols morts de la sorte, sans produits, c'est impossible. Donc revoir nos méthodes c'est vraiment quelque chose de primordial. Ah ouais, d'ailleurs, en parlant de méthode, moi, il y a un truc que j'ai adoré aussi quand tu m'as fait la visite. C'est cette espèce je sais pas si on peut dire une rosace, mais avec les différents points cardinaux, quoi. La rose des vents, quoi, que j'ai trouvé juste, oh là là, magnifique, avec au milieu un petit olivier, quoi. Voilà. Ça, c'était vraiment un régal. Et donc, tu parlais par rapport au sol, et aussi, ça m'amène à ma prochaine question. C'est quoi un peu ce que vous pouvez anticiper comme gros challenge ou difficultés que vous allez pouvoir rencontrer et les solutions que vous allez pouvoir mettre en place pour y répondre, quoi, sur ce projet, quoi. Alors, premier point, l'eau, la gestion de l'eau, qui va, je pense, dès cet été devenir quelque chose de primordial en agriculture, vu ce qu'ils annoncent au niveau sécheresse. Et donc pour ça, après on a la chance d'être en bas de plusieurs versants et donc d'avoir un ruissellement, de recevoir des eaux de ruissellement d'à peu près 60 hectares. Ok, ça c'est bon ça. Donc là, elles ne sont pas du tout utilisées, mais à partir de cet été, on commence les travaux de terrassement. On fait une première retenue, en fait, un petit bassin de phytoépuration pour nettoyer ces eaux de ruissellement, parce qu'on sait pas forcément, enfin, on sait d'où elles viennent justement, Et mais justement, c'est pas forcément, c'est pas le forcément best, cool. quoi. C'est des cultures conventionnelles et tout. Donc là, on va travailler sur du roseau, du bambou, qui va nous servir aussi en matériel artisanal, quoi, même pour faire des constructions, pour faire nos tuteurs, faire des tipis pour les légumes. Donc on aura les bambous et tout à disposition qui filtreront les eaux qui arrivent chez nous. Et en amont, on fait une rivière. Enfin, un petit canal, on creuse un petit canal de 2 mètres de large sur 100 mètres de long, qui va nous servir, lui, de retenue d'eau en 3 petits bassins. Ok. Et donc là où on aura dans ce canal une eau toujours propre, et qui sera du coup, vu que ça fait tout le long de la zone de maraîchage, on a l'eau au bout de toutes les lignes de maraîchage, quoi. Waouh. Et bon, c'est peut-être le métier qui va ressortir, mais je voudrais prévenir quand même nos auditeurs qui pourraient trouver ce genre de principe contre nature, c'est-à-dire de capter les eaux de ruissellement. Il faut savoir que pour ces eaux de ruissellement, on va capter, on va pas capter, on va récupérer à peine 50% des eaux, puisque le sol ici prendra sa part. Donc nous n'allons pas assécher une partie en aval Ouais. de l'eau qui arrive en amont. Donc nous allons retenir ces eaux, et d'ailleurs les villages qui sont en aval vont d'ailleurs peut-être nous remercier dans l'avenir, puisque nous allons nous servir de notre petit étang pour tamponner ces eaux Ah, lorsqu'il y a les gros orages et les très grosses pluies. ouais. Et cette eau, plutôt que de partir directement dans les arrégans du Gers, eh bien nous allons la tamponner, freiner son passage, et donc éviter peut-être que des villages en aval soient inondés. Ouais, carrément, merci. Et ça me donne envie aussi de questionner parce que j'ai eu l'info hier qui était hyper intéressante, quoi. En termes aussi de difficultés que vous avez pu rencontrer, c'était par rapport à la création du statut que vous allez avoir et le fait de pouvoir avoir et acquérir cette parcelle de terre, quoi. Comment ça s'est passé aussi, ça? Double question, donc. Alors, ça, c'est une question qui peut avoir une très très longue réponse, hein. Ok. Donc pour synthétiser, donc en montant ce projet, il y avait 7 hectares à acheter, puisque le cédant vendait 7 hectares, donc 7 hectares en maraîchage c'est beaucoup, donc c'est pour ça qu'on a réfléchi tout ce grand projet et qu'il a pris cette importance. Et par contre, il fallait trouver les fonds pour acheter 7 hectares, donc environ 70 000 euros plus frais de notaire. Et là, malheureusement, on n'a trouvé aucune banque qui a suivi. Et le vendeur était pressé de vendre, donc il a fallu qu'on trouve une solution qu'on a trouvée grâce à une asso qui nous aide depuis le début, qui s'appelle Humans by Nature, qui nous a mis en relation avec un organisme qui s'appelle FEV, Ferme en Vie, et qui nous ont aidé à structurer un GFA, donc un groupement foncier agricole, où là, des personnes que je connaissais et des personnes que eux connaissaient dans leur réseau et dans le mien, ont investi dans le foncier de la forêt de Hyas. Nous sommes donc 14 en fait propriétaires du foncier de la forêt de Hyas. Voilà.
Et au niveau du statut, là, on démarre la semaine, enfin, bientôt. Vendons pas la peau de l'ours. On démarre très bientôt. Et normalement, en forme économie sociale et solidaire, donc en SKIC, de façon à ce que nous, on veut pas faire de bénéfices, c'est pas du tout notre but. Nous, le but, c'est que les bénéfices, si jamais on arrive à en faire, soient répercutés sur le prix de vente de nos légumes, afin de pouvoir baisser les prix de vente de nos fruits et légumes, afin de rendre l'alimentation, ben, on va dire bio, mais bio plus même. C'est sain, c'est naturel, et donc bien mieux que pas mal de bio. Et rendre ça accessible au plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, manger bio, ça a un coût. Et si manger bio, ça a un coût, ben, on fera jamais avancer l'agriculture biologique. Puisque bah, les gens n'ont pas les moyens. Ok. Donc il faut absolument réussir à trouver un moyen de réduire le coût de cette alimentation si on veut vraiment que ce genre de modèle Ouais, puisse se multiplier. Ouais. Et par rapport à la, à la case, c'est quoi alors du coup ici? Est-ce que c'est une forêt ou est-ce que du coup c'est un truc de maraîchage? Enfin, c'est quoi? Alors maintenant, c'est une forêt comestible, Ok. officiellement, puisqu'on a réussi l'an dernier avec la Chambre de l'agriculture des Landes, avec qui on a eu beaucoup de mal justement à nous faire rentrer dans une case qui est existante. Et donc au bout d'un moment, ils ont dit, bon, faut faire quelque chose. Donc ils nous ont créé la case forêt comestible. Donc maintenant, il y a la case forêt comestible dans les possibilités d'installation agricole. Donc pour les Yeah! futurs porteurs de projets, allez-y, la case est ouverte. Vous allez déjà gagner 1 an par rapport à nous. Ça c'est super, en vrai ça c'est classe quoi. Yeah, trop bien. Donc ça c'était un peu les parties challengeantes quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vraiment des trucs difficultés que vous avez eu à traverser ou alors que vous sentez que ça va être un challenge ou est-ce que Réchauffement climatique. réchauffement climatique quoi. Et c'est quoi un peu les solutions pour Même sans parler, alors l'eau est un challenge, oui, mais alors il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on l'a bien vu là au mois de mai. Ouais. Début mai, on se tapait des chaleurs dignes d'un juillet-août, on est monté à 36. Ouais. C'est normalement début mai, c'est le plein printemps, c'est là où les plantes et tout commencent à pousser, à germer. Moi, il y a une semaine, je disais à Franck justement, mais on fait comment là pour semer? Normalement, on sème en mai. Ouais. Et là, on fait comment pour semer? Donc là, on a la chance, on a une petite semaine qui se radoucit un peu tout. Donc là, cette semaine, on On va a eu foutre un des petit arc, graines. voilà, ce matin, sa petite brume, il y a même eu un arc-en-ciel C'est là. ça, donc là, on va mettre des graines cette semaine de partout, partout, partout. Et parce que c'est pas dit qu'on puisse ressemer encore après, et je pense qu'il va falloir s'habituer à ces choses-là et s'habituer à travailler un peu différemment. On nous dit toujours semer en mai, se travailler comme si, Ouais, c'est semer ça, en place. Là, il va vraiment falloir s'adapter, changer même ce qui est écrit justement au dos des petits sachets de graines. Bah, des fois, trouver des alternatives pour que ça puisse marcher, quoi. Ouais, merci. Et là, j'ai envie d'aller un peu peut-être sur les questions peut-être plus joyeuses, quoi. C'est quoi ce qui vous met le plus en joie à l'idée de faire ce projet, genre que ça soit dans des trucs que vous projetiez ou dans des petites actions que vous faites quotidiennement dans ce projet, c'est quoi vraiment les trucs où waouh, là franchement c'est le kiff quoi. Eh bien, c'est de pouvoir consommer des légumes et des fruits qui ont du goût. Et sortir un peu eh bien, de ce goût de plastique, on ne peut pas dire autrement, et de remettre les consommateurs en face, on va pas parler de responsabilité, mais en face d'une idée qui était il y a encore 40, 50 ans. C'est que, bien, au mois de février, non, on va pas manger des mangues. Au mois de février, on va pas manger les fruits exotiques qui arrivent du bout du monde. Autant manger les fruits qui poussent chez nous. De même que avoir des tomates au mois de janvier, bon, ben, c'est peut-être bien pour certaines personnes, mais bon, si c'est pour les noyer dans de l'huile, qui est très chère actuellement, ou dans des aromates en sachet, non, attendez la saison, la vraie saison des fruits et des légumes, comme nos parents attendaient, il y a 40, 50 ans. Ouais, c'est un peu l'idée de ouais, la joie en fait de goûter des produits de grande qualité avec un grand goût quoi. Je te montrerai simplement qu'est-ce que tu as ressenti, toi, hier, quand je t'ai fait goûter les cerises. Ouais, ouais. Voilà. Moi j'ai senti du soleil
J'ai senti du sucre, j'ai senti de la profondeur là dans la bouche, c'est un régal. Donc voilà, moi ce qui me met en joie déjà, c'est ça aussi. Et c'est aussi rien que voir pousser. Je le disais hier matin à Franck, j'adore planter. Parce que j'adore imaginer en plantant ce que ça va être dans un mois, ce que ça va être dans 3 mois, ce que ça va être dans un an. Et ça, j'adore imaginer cette progression. Et planter avoir les mains dedans, je trouve ça génial. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un truc de fou, quoi. Autant il y a un building, quoi. Maintenant, j'imagine que les mecs qui sont capables de faire ça, pousser un building énorme en 6 mois, quoi. Mais un arbre, quoi. En fait, face à la nature, en fait, t'as pas d'autre choix que d'être humble et patient, quoi. Tout à fait. Et je crois que j'ai entendu cette phrase il y a une semaine, quoi. Tu veux pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, quoi. C'est ça. Tu vois, genre, t'es obligé de la regarder et dire, bon, allez, s'il te plaît, pousse un petit peu, tu vois. Mais tu peux rien faire. Tu peux lui dire des choses gentilles. Ouais, c'est ça, tu peux lui dire des trucs sympas. Ça, c'est un truc que tu fais, toi, de... Ah ouais, si j'ai quelque chose à leur dire, c'est jamais méchant. Jamais, sinon on va les vexer, elles vont s'arrêter de pousser. Ouais. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal, ça, de donner de l'amour. Et puis une petite caresse, toujours. Ouais, carrément. Ah si, ma petite dernière question rituelle, sauf si vous avez une rajoute, c'est... et du coup, là, je peux entrevoir un peu la réponse, c'est rigolo. Qu'est-ce que... S'il y avait un plat, donc voilà, un plat à manger, qui serait pour définir, pour partager ce projet, qu'est-ce que ça serait? Et je veux bien quelqu'un qui me fasse l'entrée ou le dessert et l'autre qui me fasse moi, ce le serait plat. l'entrée. Moi, ce serait l'entrée, ce serait une grande salade composée. Ouais. Avec tout ce qu'on connaît habituellement, concombre, etc. Mais on rajouterait du plantain, on rajouterait plein de choses comestibles comme ça, des fleurs. Voilà, ce serait une salade très composée, la plus diversifiée Très colorée possible, aussi, très ouais. colorée, de toutes les couleurs. Voilà. Et comment elle s'appellerait cette salade? La diverse salade. La diverse salade de la forêt de Vegas, Voilà. quoi. Yeah, trop bon. Et toi? Ah bien le dessert, eh bien on va continuer. Hein. Ah bien ça serait une immense salade de fruits. Et les fruits qui vont pousser naturellement, puisqu'on a des petites fraises des bois en plein champ. Alors il y a des personnes qui disent c'est pas possible. Si, on en a mangé plein la semaine dernière. Eh bien une salade de fruits avec tout ce qui va pousser ici et qu'on va récolter. Donc soit qu'on aura fait pousser, soit que la nature nous aura offert. J'adore. Merci Johan et Franck. Et, Merci à toi. Ouais, Merci. avec grande joie. C'était ici en direct de Estibo. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Et à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao les mecs. Merci.